Donc merci à Cyril Veillon et merci à Archizoom de m'avoir invité ce soir à l'EPFL. C'est un grand plaisir pour moi de venir jusqu'à Lausanne. Alors, comme l'a dit Cyril, effectivement, je suis chercheur au laboratoire Cratère. Cratère mène des activités dans le monde entier depuis plus de 30 ans, principalement sur le patrimoine, la conservation du patrimoine et le développement local lié au patrimoine. La partie habitat économique pour le développement des habitats pour les populations les plus défavorisées dans le monde, et puis une partie sur les matériaux, l'étude des matériaux, leur connaissance et le développement de nouvelles techniques de construction, de nouveaux matériaux. Le laboratoire Cratère est un laboratoire qui est porteur d'une chaire UNESCO qui s'appelle Architecture de terre, culture constructive et développement durable, qui rassemble 44 institutions membres, qui sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le monde, qui travaillent sur la construction en terre, sur 4 continents, dans 21 pays. Donc si le PFL souhaite s'associer à cette chaire UNESCO, pas de problème. Donc le laboratoire Cratère fait partie d'une unité de recherche qui s'appelle Architecture, Environnement et Culture Constructive, qui est plus large, et elle est située à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Et puis donc Cratère existe depuis 2012 et puis depuis plus de 30 ans, et depuis quelques années, un projet spécifique a émergé dont je vais parler un peu plus ce soir, qui s'appelle AMACO, pour Atelier Matière à Construire, qui rassemble, en plus du laboratoire Cratère et de l'école d'architecture de Grenoble, d'autres partenaires, et en particulier une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA, qui est à Lyon, une école de physiciens qui s'appelle l'ESPCI, qui est à Paris, et puis le projet est localisé aux grands ateliers de Villefontaine, près de l'île d'Abourg, donc en grande banlieue lyonnaise. Les grands ateliers étant eux-mêmes un centre d'expérimentation autour de la construction durable qui rassemble un certain nombre d'écoles d'architecture, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'art de la France. Donc, le projet AMACO, il est complètement pluridisciplinaire par les membres qui l'ont fondé. C'est-à-dire c'est la culture de l'architecte, la culture du physicien de la matière, la culture de l'ingénieur pour la mise en œuvre, et basée sur une pédagogie par l'expérimentation, par le faire. J'en reparlerai tout à l'heure. Les grands ateliers dont je vous parlais sont une plateforme énorme d'expérimentation. On peut construire des prototypes à l'échelle 1. C'est ici qu'ont par exemple été construits les différents prototypes des Solar Decathlon, dont le projet qui a terminé 4e je ne sais plus en quelle année, qui s'appelait Armadillo Box, c'est le dernier qui a gagné le prix au Solar Decathlon à Madrid, qui s'appelait Canopea. Alors je vais vous parler comme c'était indiqué dans le titre, je vais vous parler de 4 approches du matériau qu'on essaye de mêler. Donc là c'est un peu artificiellement séparé, en sachant qu'on essaye dans le projet AMACO et à Cratère de mêler ces approches-là pour multiplier les points de vue sur la matière et améliorer sa compréhension et son utilisation. Donc l'architecture, la technique, la science et l'art. Alors, tout le monde connaît la Grande Muraille de Chine. En général, ça c'est la représentation qu'on en a. Ce sont une énorme construction sur des milliers de kilomètres qui sont beaucoup construits en pierre, mais souvent on ne sait pas que la plus grande partie de la muraille de Chine est construite en terre. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la plus grande partie de son trajet, en fait, il n'y a pas de pierre pour construire. Donc on a toujours utilisé pour la construire des matériaux qui étaient disponibles localement, puisqu'on n'avait pas les moyens de transporter des matériaux sur de grandes distances. Donc une très très grande partie, surtout dans les déserts, sont construits en terre, et on verra tout à l'heure aussi que quelquefois c'est même construit en sable et en fibre. Ce qui fait qu'aujourd'hui on estime que, étant donné que jusqu'à des époques très très récentes, les populations construisaient avec des matériaux qui étaient disponibles localement, on estime qu'aujourd'hui, à peu près la moitié de l'humanité vit encore dans un habitat en terre crue, parce que bien souvent, c'est la seule ressource disponible sur place. Comme ici, par exemple, au Mali, donc ça c'est la vieille cité de Djenné, on voit la mosquée au centre. Elle est construite quasiment que en terre, tout simplement parce qu'il y a des centaines de kilomètres à la ronde. En fait, il n'y a pas d'autres matériaux disponibles. Donc on utilise la terre qui est sur place, et qui est en particulier celle
de la rivière qui est parfaite pour construire des adobes. Ça, c'est la mosquée de Djenné qui est classée au patrimoine mondial. Et ça, c'est une importante tradition qui existe encore aujourd'hui de recrépissage de la mosquée qui a lieu tous les 2, 3 ans, 5 ans, ça dépend des années, où toute la communauté locale est investie pour entretenir le bâtiment. Tout ça pour dire que souvent dans les architectures de terre, il y a un important travail d'entretien qui est réalisé et qu'aujourd'hui, ça peut poser des problèmes, en particulier dans des pays comme des pays développés où les populations qui habitent ne souhaitent pas ou ne souhaitent peu entretenir les bâtiments. Et c'est la même problématique qui se pose de plus en plus dans les pays comme le Mali. L'architecture de terre est bien souvent complètement intégrée dans son environnement, comme on peut le voir ici au Yémen. La terre est issue du paysage, donc elle est complètement intégrée. Et puis, on a souvent tendance à penser que l'architecture en terre est une architecture exotique qu'on ne trouve pas chez nous, en Europe, ce qui est complètement faux, puisque si on prend juste l'exemple de la France, ça, ce sont 4 types d'architecture traditionnelle qu'on trouve dans 4 régions différentes en France. Le pisé, qu'on trouve beaucoup en Rhône-Alpes, en Auvergne, et du coup jusqu'à la Suisse ici. La bauge qu'on trouve dans le nord-ouest de la France, beaucoup en Normandie, un peu en Bretagne. Les adobes que l'on retrouve beaucoup dans le sud-ouest, dans toute la région Midi-Pyrénées autour de Toulouse, qui a donné ensuite la tradition de la brique cuite, mais avant de cuire les briques, on les utilisait déjà crues en adobe. Et puis le torchis qui est une technique de construction qui est utilisée dans toute la partie nord de la France et encore plus dans le nord-est. Donc on voit que dans nos cultures constructives locales aussi, on utilise beaucoup la terre. Et puis c'est pas seulement de l'architecture rurale, disons entre guillemets bas de gamme, ça peut aussi être des édifices très très impressionnants. Ici c'est un château du XVIIe siècle qui est construit en pisé. Alors souvent on ne le sait pas que c'est en pisé puisque ça a été enduit après avec des enduits, dans le meilleur des cas à la chaux ou au plâtre, et quand c'est mal pensé c'est plutôt enduit au ciment. Et dans l'exposition qui est à côté, il y a aussi un autre exemple de bâtiment de château en pisé, il y en a beaucoup, surtout dans la région Rhône-Alpes. Et puis encore plus impressionnant, ici c'est l'Alhambra à Grenade qui est aussi construite en partie en pisé, donc on voit que ce sont vraiment des demeures très très luxueuses. Et puis aujourd'hui il y a un renouveau de l'architecture en terre avec des architectes contemporains assez renommés qui s'y intéressent. Ça c'est pas de la pierre mais c'est Wang Shu, c'est le prix Pritzker 2012. Donc Wang Shu a dans sa pratique architecturale beaucoup travaillé avec des matériaux locaux, des matériaux qu'il trouve sur le site, qui sont recyclés, comme ici avec des briques, des tuiles cuites, de terre cuite ou des pierres, etc. Et dans cette logique-là d'utilisation des ressources qui sont sur place quand il construit, il a aussi développé des projets en terre crue. C'était le premier projet en terre crue qu'il a fait, en pisé, donc c'était bien protégé. Et puis ça c'est un des derniers, donc c'est le campus qu'il a créé où il enseigne la construction. Et il y a tout un tas de bâtiments qui sont les logements des étudiants qui sont faits en pisé. D'autres architectes un peu emblématiques de la construction en terre qui ont commencé dans les années disons 2000, donc c'est Rick Joy aux USA. Donc Rick Joy fait de l'architecture de luxe un peu et il construit dans le désert. Et vraiment, son approche à lui, c'est aussi vraiment de s'intégrer dans le paysage et d'utiliser la terre pour ce qu'elle a de plus intéressant dans le désert, c'est-à-dire l'inertie thermique pour éviter les écarts trop forts de température. Il fait très froid la nuit, très chaud le jour. Donc la terre a vraiment un intérêt au niveau thermique et également régulation de l'humidité dans ces climats-là. Et puis on a des architectes aussi qui font de l'architecture un peu plus sociale. Donc par exemple Francis Kéré, qui est un architecte du Burkina, qui a eu le prix Aga Khan d'architecture en 2004 pour une école qu'il a construite dans le village d'où il vient, en bloc de terre comprimé. Donc c'est des architectures
très intelligente aussi au niveau du climat, avec l'utilisation de la ventilation de l'air, sans dispositif technique. C'est vraiment low-tech, mais très, très intelligent. Et puis d'autres architectes comme Anna Ehringer, qui a aussi eu le prix Aga Khan d'architecture en 2007 pour cette école au Bangladesh, où là c'est vraiment l'intelligence de la masse au rez-de-chaussée avec de la bauge, donc une technique de construction en terre très très lourde, et puis la légèreté à l'étage avec du bambou très aéré, etc. Et donc Anna Ehringer fait beaucoup de projets et une fervente défenseuse de l'architecture en terre. Et puis encore plus récemment, un architecte chinois qui s'appelle Mu Jun qui a construit cette école dans une province aussi un peu vraiment rurale, un peu désertique de la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce projet-là, il a eu le RIBA Awards en 2009. Et quand on regarde les autres projets qui ont été primés, on voit que ce sont beaucoup des architectures vraiment high-tech, tout de verre, de métal, etc. Et c'est le seul projet à vraiment défendre cette approche un peu low-tech qui est souvent associée aux matériaux terre. On change de continent, là c'est plutôt l'Amérique du Sud, donc c'est au Chili, l'architecte Marcelo Cortés qui a lui réinterprété un peu les cultures traditionnelles du Chili, puisque là-bas on construit beaucoup en torchis, donc avec du bois et une structure en bois et de la terre. Et donc lui, il a réinterprété ça en utilisant plutôt le métal et en développant une technique constructive contemporaine, en associant la structure métallique, le grillage, et ensuite il vient plaquer de la terre, ce qui permet d'avoir des architectures un peu plus innovantes. Et puis en Inde, Serge Maini, c'est un architecte qui fait partie de la première génération de cratères, qui a créé un institut de la Terre en Inde et qui a poussé à son extrême les potentialités de la brique. Alors lui, il utilise la brique de terre comprimée, qui a eu son heure de gloire dans les années 80 et qui maintenant revient un peu sur le devant de la scène. Et donc du coup, il construit beaucoup en arc, voûte et coupole, qui sont vraiment les dispositifs constructifs qui sont les plus adaptés pour les briques, ce qui permet de se passer de bois pour la charpente, etc., dans des pays où il n'y a pas beaucoup de bois. Et donc il a une maîtrise technique du procédé constructif vraiment impressionnante, ce qui fait qu'il peut faire des portées très grandes juste en utilisant de la terre. Je ne vais pas vous parler de Martin Rohr, puisque vous savez certainement, si vous étiez là aux autres conférences, vous en avez déjà entendu parler. Donc, qui a développé évidemment à grande échelle la préfabrication en pisé. Et puis, en France, on a aussi des jeunes architectes qui essayent de travailler avec le matériau de terre, même si ce n'est pas toujours très facile, au niveau réglementaire en tout cas. Donc ça c'est à Dellingen, c'est dans la région Alsace-Lorraine, Nunc Architect qui a rénové, qui a fait une extension d'un bâtiment en pisé en utilisant le principe de la façade en verre pour faire un apport de chaleur grâce à la masse thermique qui est derrière la terre. Et puis ces murs-là sont aussi préfabriqués et monté sur place, comme ce qu'a développé Martin Rohr. Et là, c'est en plus une double peau, c'est-à-dire qu'on a un mur en pisé intérieur, on a un espace à l'intérieur pour mettre un isolant, et puis un mur extérieur. Donc c'est un peu complexe au niveau constructif, mais c'était la solution qu'ils ont trouvée pour répondre à la réglementation thermique notamment. Là, on voit que comme pour Martin Rohr, les blocs sont construits dans un hangar et ensuite ils sont déplacés, ils sont amenés sur chantier dans des camions, déplacés avec des grues, etc. Et liés entre eux par gros blocs. Et puis en ce moment, il y a une dynamique assez importante autour de Paris sur la construction en terre, qui est partie d'un concours qui s'appelait, j'ai oublié, un concours Réinventer Paris, donc qui a été lancé par la Société du Grand Paris, tous les dispositifs gouvernementaux qui aménagent le Grand Paris.
Et un des projets qui a été proposé était porté par Joly et Loiret. Ce n'était pas le seul en terre d'ailleurs dans ce concours-là, mais eux, ils se sont fait remarquer parce qu'ils voulaient construire une tour en terre. Bon, ils n'ont pas gagné, ils ont malheureusement fini deuxième, mais suite à ça, il y a eu une dynamique vraiment locale, d'autant plus que, là ça je vais passer à la diapo suivante pour expliquer, d'autant plus qu'en ce moment, autour de Paris, il y a des projets de construction énormes de nouveaux transports en commun, de métro, etc. Et que du coup, il va y avoir énormément de terre qui va être excavée des chantiers, de terrassement, de creusement de tunnels, etc. En l'occurrence 43 millions de tonnes de déblais de terre, et que comme on est de plus en plus dans des logiques d'économie circulaire, de réemploi des matériaux, etc., du coup les gens qui s'occupent de ces grands travaux se demandent que faire de cette terre. Et du coup, la logique est de réfléchir à comment on pourrait l'utiliser, y compris dans les bâtiments qui vont être construits. Donc, suite à ce concours-là de réinventer Paris, le pavillon de l'Arsenal, qui est un centre d'exposition à Paris, a créé une exposition qui s'appelait Terre de Paris, où justement, à partir de matériaux issus des déblais de creusement de tunnels, par exemple, ou de déblais de chantier, en partant de la matière tout en haut, en l'analysant avec des essais de terrain, des essais de labo, en formulant des matériaux selon différentes contraintes, on arrivait à la fin à des échantillons de produits finis qui pouvaient être des murs porteurs, des murs non porteurs, des panneaux allégés, des briques, etc. Et c'était vraiment dans l'idée de montrer comment on passait justement de cette matière première jusqu'aux matériaux de construction et comment on pouvait obtenir des matériaux finis. Donc les recherches se poursuivent pour réussir à sortir des matériaux qui soient normés et pouvant être mis en œuvre facilement avec les contraintes des chantiers de construction dans une grande ville. C'était les types de matériaux qui avaient été produits avec les différentes ressources. Juste en passant très vite pour dire que l'année dernière, ça a été une année assez importante pour la Terre parce que le cratère a accueilli le congrès international qui a lieu tous les 4 ans, qui s'appelle Terra, qui s'appelle Terra, et donc en l'occurrence Terra 2016 à Lyon. Et on en a profité pour faire tout un tas d'événements qui permettaient de mettre en valeur la construction en terre à un public plus large que celui des chercheurs qui étaient invités, qui étaient présents au congrès. Donc du coup, il y a eu un programme très très large à Lyon, en région Rhône-Alpes et même au niveau national, d'expositions, de conférences, de prototypes construits, d'ateliers, etc. Et dans ce cadre-là, c'est là qu'on a profité du coup pour lancer le Terra Award, le premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue. Wang Shu a accepté d'être le président du jury, et on a reçu, à notre grande surprise, y compris nous-mêmes, 357 candidatures. Il y en avait 338 qui étaient acceptables, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de projets qui soient soumis. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, même les personnes qui sont les plus au fait de ce qui se passe n'ont pas connaissance de la diversité des projets en terre qui existent sur la planète. Donc c'est plutôt bon signe. Donc il y a un ouvrage qui est sorti qui a... Alors avant de donner les prix au congrès, on a fait une présélection de 40 projets qui ont permis de faire une exposition et un livre. Donc ça c'est le livre que j'ai ici, que vous pourrez feuilleter si ça vous intéresse. Et puis l'exposition qui a été déjà présentée dans une dizaine de lieux, dont justement Archizoom il n'y a pas très longtemps. C'était justement la remise des prix à la clôture du congrès. Alors, je passe à la deuxième partie qui est celle de la technique. Donc on va parler un peu plus de mise en œuvre de la terre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits prêts à l'emploi qui sont disponibles pour les particuliers ou pour les entreprises. Claytech est un représentant assez important de cette dynamique-là. Donc on peut trouver sur le marché des briques, des panneaux de terre, des matériaux qu'on associe souvent à la terre comme le roseau, des sacs d'enduit prêts à l'emploi, etc. Terrafino aussi a développé une gamme très très importante d'enduits de toutes les couleurs, etc., qui peut se poser très facilement, y compris par des autoconstructeurs, des gens qui rénovent leur maison, etc. Et en France, on a quelques entreprises qui se développent. L'une des pionnières, c'était Acter, qui a commencé par importer des produits de Claytech et Terrafino et qui ensuite a développé ses propres produits sur place avec les ressources du territoire. Et tout ça pour dire que
avant de pouvoir avoir ces produits prêts à l'emploi, il faut connaître la matière et puis il faut aussi prendre conscience qu'on on a des techniques de construction qui ne peuvent pas... Enfin, on n'a pas toujours besoin d'avoir des produits prêts à l'emploi pour construire. On peut aussi construire avec les ressources qui sont sur le site où on construit. Ça peut même être une logique forte du projet, sans aller acheter des matériaux qui viennent d'ailleurs. Donc, quand on veut connaître la matière pour adapter le procédé constructif à la matière qu'on a, à moins qu'on la reformule, on va faire des tests en utilisant différentes techniques, différentes manières de mettre en œuvre la terre pour savoir, pour connaître la technique la plus adaptée. Donc on fait des tests dans ce type-là. On ajoute plus ou moins d'eau à la terre, donc on part de l'état sec, humide, plastique, visqueux, liquide, en ajoutant toujours plus d'eau. Et puis on peut mettre en œuvre la terre soit juste en la versant dans un coffrage par exemple, soit en la tassant un petit peu, mais vraiment très légèrement, soit en la compactant très très fort. Et on voit avec ce tableau-là que selon, ça c'est pour une même terre, selon la teneur en eau, on va avoir des techniques qui sont plus adaptées à des mises en œuvre particulières. Et chaque terre va donner un tableau différent. Donc en fonction du tableau qu'on obtient, on peut en déduire les techniques qui sont les plus appropriées. Alors si on prend par exemple quelques cases, on va voir lesquelles à quelle technique ça correspond. Donc par exemple, avec une terre qu'on met en œuvre à l'état humide, donc on ajoute juste un petit peu d'eau, on va pouvoir la compacter, cette terre, donc la mettre en œuvre en la tassant très fort dans des coffrages, et juste parce qu'elle est humide, elle va pouvoir tenir. Ça, c'est ce qui donne la technique du pisé. Donc désolé pour ceux qui maîtrisent un peu le sujet, s'il y a des étudiants du semestre qui connaissent très très bien. Donc on verse la terre dans un coffrage, et puis ensuite, tout simplement, on va la compacter, alors traditionnellement avec des pissoirs à la main en bois et puis maintenant avec des pissoirs pneumatiques. Donc là on voit que la terre elle est presque, enfin elle est pulvérulente, donc elle est vraiment elle contient très peu d'eau, elle est vraiment juste humide. Si on fait une boule avec la terre et qu'on la lâche sur le sol, elle va se désagréger complètement. Et pourtant, juste en compactant, on arrive à avoir un matériau qui est très très dense et très compact. Donc voilà le résultat. On voit que les coffrages doivent être très solides, très résistants, parce que quand on tape, ça pousse très fort sur les coffrages. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo. Je ne sais plus laquelle c'est au niveau du son. C'est bon. Voilà, donc ça c'est une vidéo qui illustre le dernier chantier de Martin Rohr à Sempach, un bâtiment qu'il a fait justement en utilisant l'usine de préfabrication.
Voilà. Là, normalement, vous devriez être incollable sur le pisé avec cette vidéo. Surtout sur le pisé de Martine Roy. Avec la même mise en œuvre, terre humide compactée, on peut faire aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des briques de terre comprimée. Donc ça, c'est des presses à BTC. Il y en a des plus ou moins automatisées, plus ou moins manuelles. Là, on voit une presse assez manuelle. On voit tous les mécanismes sont manuels, mais on peut avoir des machines plus complexes. Comme je vous disais tout à l'heure, avec ces briques de terre comprimées, on peut construire des architectures très très impressionnantes sans bois. Quand on utilise une terre avec un peu plus d'eau, là on ne peut plus trop la compacter parce que c'est comme de la pâte à modeler, donc quand on appuie quelque part, ça remonte de l'autre côté. Donc là on va plutôt juste la tasser. Et ça c'est la technique de l'adobe. Donc là on voit des adobes en train d'être moulés, séchés et stockés. Donc c'est juste de la terre qu'on met dans un coffrage, on remplit le coffrage, on démoule et on laisse sécher. Et les briques sont prêtes à être maçonnées ensuite. Alors il y a il y a des entreprises qui ont développé la production de briques à plus grande échelle. Donc là, c'est tout automatisé. En plus, ce sont des briques un peu reformulées. Je crois qu'il y a de la paille dedans. Donc ça, c'est à Clétech. Donc c'est comme les usines de production de briques de terre cuites. Mais on peut faire des briques de terre extrudées, non cuites, avec les mêmes outils que ceux qu'on utilise pour la terre cuite. Et puis il y a même des pondeuses à adobe. Alors, il y a une vidéo que j'ai pas pu mettre là, mais qui est vraiment impressionnante, où on voit des machines qui avancent avec des grandes roues, et ce sont les roues elles-mêmes qui produisent les briques au fur et à mesure. Les roues contiennent des petits moules. En haut, quand elles passent en haut, la terre c'est rempli de terre, et le temps que ça arrive en bas, c'est comprimé, et puis c'est démoulé quand la roue arrive en bas. C'est vraiment très très impressionnant. Donc on peut vraiment industrialiser à grande échelle la production d'adobe. Et puis on peut aussi faire des panneaux terre fibre préfabriqués. Donc ça se fait en mélangeant des roseaux qui sont liés entre eux, et puis on applique des couches de terre dessus. Et en fait, ce sont des produits qui sont équivalents aux panneaux de plâtre pour cloisonner les espaces intérieurs et isoler. Voilà quoi, quand on les coupe dans la tranche, voilà à quoi ça ressemble. Et puis si on ajoute encore plus d'eau, là ça devient de plus en plus difficile de compacter, on va pouvoir commencer juste à verser la terre. Donc ça c'est l'état visqueux, c'est l'état qu'on utilise quand on fait du mortier, justement pour lier les briques d'adobe ou de terre comprimée entre elles. Et ce qui est vraiment intéressant avec le mortier, cet état-là visqueux, c'est que c'est très très collant. Et donc du coup, ça permet de construire sans coffrage. Ça, ce sont des coupoles qui sont construites. Il n'y a pas besoin d'avoir un coffrage en bois dessus pour tenir la structure. Juste le mortier va coller les briques suffisamment pour les faire tenir le temps que ça sèche. Et puis, au même état visqueux que le mortier, il y a les enduits, évidemment. Donc, les maîtres des enduits, ce sont les Japonais, qui utilisent des enduits très très fins et des formulations très spécifiques selon... alors, ils font beaucoup de couches différentes, en partant de la couche la plus épaisse avec la granulométrie la plus grande, et puis en allant vers des formulations qui sont donc des enduits très très fins et des formulations très fines avec quasiment que des argines. Et ils ont une maîtrise technique, alors ils ont des outils spécifiques et ils ont une maîtrise technique très très importante.
Alors c'est beaucoup de travail. 渾身の力を込め壁を押し続けソルトレイクシティを発し Vous voyez, ça brille presque comme du marbre. Et, pardon. Et ça, c'est un sol en terre lissé. Donc, vous voyez, alors, on n'y va pas avec des talons aiguilles en général. Mais voilà, il faut bien mettre ses patins. Mais c'est de la terre, tout simplement. Et puis, il y a des manières d'utiliser les enduits qui sont plus rudimentaires. Mais par contre, très très rapide. Là, vous allez voir la maîtrise de la technique. J'avance un peu. Voilà. Donc les enduits sont très très utilisés partout dans le monde pour protéger justement les architectures en terre et d'autant plus que ce sont des traditions qui participent à l'entretien des bâtiments. Et puis quand on ajoute encore plus d'eau, on arrive à l'état liquide. Donc là, il n'est plus question de compacter ou de tasser, on peut juste verser la barbotine d'argile. Donc c'est ce qui se passe quand on fait de la terre allégée. Donc quand on mélange une barbotine d'argile, comme on voit ici, avec des fibres qui peuvent être de la paille, des copeaux de bois ou tout un tas de fibres qu'on peut expérimenter. Et on peut verser comme ça de la barbotine sur de la paille. Donc la paille devient couverte d'argile. Et puis après, on va la tasser soit dans des coffrages perdus, soit faire même des briques de terre allégée. Donc ça, ce sont les pays du Nord, l'Allemagne, qui ont beaucoup développé ces produits-là parce que ça permet d'avoir des matériaux qui sont quand même à base de terre, mais qui sont isolants thermiquement, contrairement à la terre massive qui est plutôt de l'inertie thermique. Donc on peut, en formulant la terre avec plus ou moins de matière en fibres légères, on peut avoir des matériaux qui sont soit très lourds avec beaucoup d'inertie, s'il y a majoritairement de la terre, soit très légers, avec beaucoup d'isolation thermique, si on met très peu de terre et beaucoup de fibres. Et on peut jouer comme ça sur la gamme complète. Donc ça, c'est par exemple un architecte qui s'appelle Franz Vollart qui a construit cette maison avec ces fameuses briques de terre allégées. Ça, c'est les murs avant qu'ils soient recouverts. Donc ce sont des briques très très légères qui apportent de l'isolation. Et puis on travaille aussi sur des panneaux d'argile comme ceux de Clétech, mais plus résistants à la flexion pour justement remplacer les panneaux de plâtre. Donc voilà la diversité des matériaux, des matières premières qu'on peut utiliser pour formuler ces panneaux. Différents types de terre qui ont différentes propriétés. La deuxième ligne, c'est des microfibres, donc à partir de papier qu'on laisse tremper dans l'eau, de fibres de Tifa qui sont vraiment microscopiques, de coton recyclé, etc. Ensuite, on a des fibres un peu plus grandes de différentes tailles qui vont jouer un rôle pour éviter le retrait. Et puis des armatures qui peuvent être de différentes formes aussi, qui vont permettre d'obtenir une surface un peu plus rigide. Alors ces panneaux d'argile, ils sont donc là on voit quand on les travaille, quand on les creuse avec des machines, on voit toutes les petites fibres qui les constituent. Et ces petites fibres sont très très importantes parce qu'elles vont permettre d'avoir une résistance à la cassure très très importante. Donc là, par exemple, on a une plaque, c'est que de la terre et des microfibres.
Alors si vous faites ça avec un échantillon de terre sans fibre, au premier coup de marteau, ça casse directement. Et ces petites fibres qu'on utilise beaucoup aussi dans le béton pour faire des bétons à ultra haute performance, on peut utiliser des fibres artificielles ou naturelles et les ajouter à la terre pour améliorer ces propriétés-là qui font partie des propriétés de la terre pure qui sont plutôt défavorables en général. Donc en formulant la terre avec d'autres matières premières, on peut moduler les propriétés. Et puis on va rentrer un peu plus dans la matière à nouveau, en parlant un peu plus de l'aspect science de la matière. Donc le travail que je vais vous présenter là, il est parti d'un travail qu'on a commencé en 2002 qui s'appelait Grain de bâtisseur, qui consistait à produire des petites expériences qu'on appelle des petites expériences de coin de table, c'est-à-dire des expériences qui sont très faciles à faire avec très peu de matériel et qui permettent de comprendre le fonctionnement de la matière sans avoir des connaissances scientifiques très poussées, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'équations ou de choses comme ça pour comprendre comment ça fonctionne. Et l'objectif était de comprendre le matériau pour comprendre comment on peut l'utiliser. C'est ce travail-là qui a donné lieu à l'exposition dont parlait Cyril Veillon tout à l'heure, matière première pour construire demain, qui a donné lieu aussi au livre Bâtir en terre. Et l'idée de départ, c'était de comprendre, on a une ville comme celle-ci, c'est Shibam au Yémen, donc c'est classé au patrimoine mondial comme première cité gratte-ciel de l'humanité. Et on se dit, mais comment on peut construire des immeubles qui font jusqu'à 7 étages rien qu'avec de la terre? C'est complètement contre-intuitif. Et du coup, on se dit, mais alors avec quoi c'est construit? On se rend compte que c'est construit juste avec des briques de boue. Voilà, ça c'est les artisans de la cité de Shibam qui sont en train de fabriquer des adobes. Et vraiment la question c'est comment on passe de l'un à l'autre, comment on passe à un tas de boue à des immeubles comme ça. En d'autres termes, comment ça tient? Comment est-ce que ce matériau qui peut si vite se transformer en un tas de boue peut permettre d'ériger des immeubles? Alors pour comprendre comment ça tient, il faut justement rentrer dans la matière, donc décomposer la terre, regarder de quoi elle est constituée. Donc la terre est une matière en grains et on peut classer arbitrairement les grains selon leur taille, donc avec des tamis. Les grains les plus gros sont des cailloux. Ensuite, on a des graviers, ça c'est en allant vers de plus en plus fin. Ensuite, des sables. On a les grains les plus fins que le sable, ce sont des siltes. Donc c'est la même chose que si ils sont très petits, mais si on les regarde au microscope optique, on voit que c'est la même chose que des grains de sable. Donc tous ces grains des cailloux jusqu'aux siltes ont la même composition chimique. La seule différence, c'est leur taille. Ils sont globalement sphériques. Et puis il y a la partie la plus fine, donc c'est celle qui va coller les grains entre eux, c'est l'argile. L'argile, c'est cette boue collante qui remplace qui est le liant des autres grains. Et si on regarde cette argile, en regardant à la vue, on ne peut pas savoir ce que c'est, si ce n'est une poudre ou une pâte, si elle a de l'eau. Et en regardant un microscope électronique, cette fois-ci, donc on peut regarder cette matière à une échelle très très petite, on se rend compte que c'est aussi constitué de grains, mais cette fois-ci, ce sont des grains plats. Et le fait que ce soit des grains très très petits et des grains plats vont leur donner des propriétés complètement différentes des autres grains. C'est ça qui va donner la plasticité à la terre, qui va donner le pouvoir collant, etc., puisque ces grains se comportent d'une manière différente. Et à partir de cette analyse, cette vision-là qu'on peut avoir de la terre, des grains qui sont liés par une matrice collante qui est l'argile, on se rend compte que c'est la même chose qu'un béton de ciment. Pourquoi? Parce qu'un béton de ciment, ce sont des grains minéraux, des graviers, des sables qui sont liés entre eux par une matrice cimentaire, par le ciment, qui les colle entre eux. Et la terre, c'est aussi des grains. Alors on a une plus grande diversité de grains. On a des grains plus gros, des cailloux, des grains plus fins, des siltes, qui sont aussi collés par une matrice liante qui est l'argile. Finalement, si on regarde en termes scientifiques, le terme béton, ça veut dire matrice liante qui lie des grains minéraux entre eux. Donc le vrai terme pour béton de ciment scientifique, pour béton
scientifiquement, c'est béton de ciment. Et le vrai terme qu'on peut utiliser scientifiquement pour la terre, c'est béton d'argile, c'est-à-dire un béton dont le liant est l'argile. Et à partir du moment où on a cette vision-là, où on comprend les analogies qui sont possibles entre le béton de ciment et le béton d'argile et la terre, on peut réutiliser et réinterpréter toutes les connaissances qui ont été développées depuis les 50 dernières années, les 60 dernières années sur le béton de ciment et les réutiliser pour la terre. Donc la terre, ce sont des matériaux très très divers, mais qui ont une certaine proportion de chacun des constituants qu'on a vus. Les argiles aussi peuvent être très différentes. Et à partir de cette diversité-là, on peut quand même extraire des propriétés qu'on retrouve toujours dans cette matière-là, qu'on a classées en 3 grandes catégories. Alors déjà, on a fait 3 catégories de matière. On a la matière en grains, dont je vous ai parlé, les argiles qui ont un comportement spécifique, et puis l'eau qui va avoir un rôle très très important, comme on l'a vu avant avec les états hydriques de la Terre. Et c'est ce qui nous permet d'étudier la Terre selon 3 grandes disciplines qui existent avant de l'appliquer à la Terre, qui est la physique du château de sable, la physique du tas de sable, la physique, donc c'est des grains secs, la physique du château de sable, les grains quand on ajoute de l'eau, et puis la physique des bouts d'argile, que se passe-t-il quand on mélange des argiles avec de l'eau, justement, comment ça colle, comment ça fissure, etc. Le principe de toutes ces expériences, c'est que ce sont des expériences principalement contre-intuitives, dont l'objectif est de perturber les conceptions. Donc je vais vous en montrer une qui est particulièrement contre-intuitive. On a du sable sec qui est versé dans une petite couche d'eau. Donc le sable sec coule dans l'eau. Donc au départ, le sable s'écoule et puis très vite, il y a une structure qui se forme, une sorte de stalagmite. Et ça, c'est dû à 2 phénomènes qui se passent en même temps. Le premier, c'est le phénomène de remontée capillaire, c'est-à-dire que l'espace entre les grains va attirer l'eau qui est au fond de la coupelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les grains secs tombent sur la stalagmite, l'eau remonte et vient les mouiller instantanément. Les grains de sable n'ont pas besoin d'être jusqu'à l'eau. Et ça, c'est un phénomène qui est très important, parce que c'est le phénomène de remontée capillaire qui existe aussi dans les murs en terre. Et le deuxième phénomène, c'est la cohésion capillaire, c'est-à-dire que ça, vous le connaissez tous, ce phénomène, si vous avez déjà construit des châteaux de sable à la plage. Du sable sec, vous ne pouvez pas faire un pâté avec, mais par contre, du sable mouillé, vous pouvez le faire, parce que c'est l'eau qui colle les grains entre eux. Donc la cohésion capillaire, c'est le phénomène d'adhésion des grains entre eux grâce à l'eau. Alors, là, je vais passer parce que je vois que j'ai pris trop de temps. Ça aussi, je suis désolée. Ça, c'était pour vous montrer on étudie les mélanges terre et fibre. Ça, ce sont des portions de la muraille de Chine qui sont construites uniquement avec des grains qui n'ont pas de cohésion, donc sans argile, juste des grains de sable, des graviers et des fibres. Et on voit qu'en superposant des couches de fibres avec des couches de grains sans cohésion, on peut quand même construire des murs. Alors ça, on a développé beaucoup de thématiques dans le travail avec Grains de bâtisseur qui a abouti au livre à l'exposition. Une des thématiques, c'est celle des empilements. Quand on a différents grains de différentes tailles, on va pouvoir faire de la formulation de matériaux en utilisant des quantités définies de différents grains. C'est-à-dire que si on n'a que des grains d'une même taille, on va toujours avoir la même compacité, c'est-à-dire le même empilement qui va être limité en termes de teneur, de rapport entre vide et plein, entre la matière et le vide. Et quand on mélange des grains de différentes tailles, on peut améliorer les empilements en remplissant les trous qui sont laissés par les gros grains avec des grains de plus en plus petits. Et ça, c'est la science des empilements a été développée pour les bétons. Et c'est comme ça qu'on a amélioré la résistance mécanique des bétons, au départ juste en améliorant leur formulation et en utilisant la bonne quantité de grains de chaque taille de grains. Et on peut utiliser ces méthodes-là pour la terre, c'est-à-dire que si on a une terre qui est mal formulée, qui n'est pas adaptée à une technique, qui a trop de gravier, trop de sable, pas assez d'argile, etc., on peut lui ajouter les éléments manquants pour obtenir des empilements qui se rapprochent des empilements de ce type-là.
Et l'intérêt de ces empilements-là, c'est que justement, ils ont une densité plus grande et donc du coup, ce sont des matériaux qui sont plus résistants. Donc on peut jouer sur la résistance mécanique des matériaux en travaillant sur ces empilements. Et puis, autre chose qu'on peut faire avec les empilements aussi, ça c'est aussi issu des recherches sur le béton, c'est-à-dire qu'en utilisant plus de petits grains que de gros grains, on va diminuer le frottement entre les gros grains. Ça va permettre d'avoir un matériau qui est plus fluide quand on le met en œuvre. Donc on peut obtenir un matériau plus fluide sans ajouter d'eau. Donc quand on ajoute de l'eau dans un matériau, dans la mise en œuvre, quand il sèche, il va fissurer, donc il va perdre sa résistance mécanique. Si on arrive à mettre en œuvre un matériau fluide sans ajouter d'eau, on aura un matériau plus résistant à la fin. Donc c'est comme ça qu'on a développé les prémices de la terre coulée, puisqu'on se disait, puisque le béton aujourd'hui de ciment il est mis en œuvre en le coulant dans des coffrages pour éviter le travail fastidieux de pisage qui est très long, très fatigant et du coup qui donne des matériaux très chers. Si on se copie ce qui se passe avec le béton de ciment, on peut faire des bétons d'argile coulés en utilisant les mêmes principes. Ça, c'était les premiers essais qu'on a fait, et puis depuis on a développé des programmes de recherche et on a travaillé sur la technique de la terre coulée qui est possible avec ces techniques de formulation-là et aussi en dispersant les argiles, puisque les argiles dans la terre souvent sont en agrégat et en ajoutant des produits dispersants, on peut les disperser, donc elles seront libérées et elles vont permettre de mieux coller la terre. Donc ça c'est un chantier récent qui a été fait en terre coulée. Donc vous verrez que ce sont les mêmes outils, les mêmes techniques que pour le béton de ciment. Le matériau il est formulé en centrale à béton. Il arrive en camion toupie sur le chantier. Et il sort directement du camion toupie et on remplit les coffrages. L'intérêt de cette technique, c'est que du coup, les entreprises de construction, elles peuvent mettre en œuvre de la terre sans adapter leur savoir-faire, c'est-à-dire que ce sont les mêmes savoir-faire que pour du béton de ciment. Un autre intérêt, c'est que c'est moins fatigant, c'est moins cher, puisque c'est plus rapide à mettre en œuvre. Par contre, l'intérêt technique aujourd'hui, l'inconvénient aujourd'hui sur le matériau, c'est qu'on est capable de formuler des dalles en terre coulée sans ajouter de stabilisants chimiques comme du ciment. Donc on peut faire qui ne fissurent pas au séchage. Donc des dalles coulées qui ne fissurent pas au séchage, c'est possible sans stabilisant. Par contre, pour pouvoir décoffrer les murs avant qu'il ne sèche, on ne peut pas se passer aujourd'hui d'un liant hydraulique comme le ciment, le plâtre ou la chaux. Puisqu'il faudrait mettre en œuvre des coffrages qui soient suffisamment perspirants pour évacuer l'humidité qui est dans le mur, pour pouvoir le laisser sécher et le décoffrer. Si on arrivait à le décoffrer et à le laisser sécher, il aurait la résistance mécanique suffisante pour être porteur. Par contre, on ne peut pas le décoffrer sans l'avoir préalablement séché artificiellement en ajoutant un liant hydraulique. Donc les recherches continuent aujourd'hui pour développer ce matériau et arriver à le formuler sans avoir besoin d'ajouter de liant comme le ciment.
c'est de la terre stabilisée, un peu comme les briques de terre comprimées sont souvent aussi stabilisées. Donc là, j'avais parlé de la physique du tas de sable, donc les grains secs, comment on les empile, comment on les mélange, etc. Et puis, que se passe-t-il quand on rajoute de l'eau? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on rajoute des forces capillaires qui vont lier les grains entre eux. Donc là, on voit des petits grains de sable pleins d'eau qui sont posés sur du sable sec. Et on voit que le sable sec aspire, c'est le phénomène inverse de tout à l'heure, le sable sec aspire l'eau du coup le matériau qui est plein d'eau au départ, ça sèche très très vite. Et dans la seringue qui est au-dessus, c'est un matériau très liquide qui n'a pas de cohésion. Et dès qu'il touche les autres grains, gros grains, il va se solidifier et on peut construire des tours. Alors ça, on peut l'utiliser pour faire des expériences. Et le phénomène inverse, c'est le phénomène de remontée capillaire que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, en accéléré, on voit que quand on pose un bloc de terre sur un socle qui est mouillé, l'eau remonte dans la terre, plus ou moins vite, selon la composition. Et c'est pour ça que, si vous regardez l'habitat traditionnel en terre, un habitat traditionnel en terre a toujours un bon chapeau, donc une toiture débordante qui va protéger le haut des murs de la pluie, et puis des bonnes bottes, c'est-à-dire des soubassements qui vont empêcher l'eau du sol de remonter, puisque les sols sont souvent très mouillés. Et du coup, l'eau ne peut pas remonter, donc soit de la pierre, de la terre cuite, du ciment aujourd'hui, etc. Et puis la troisième thématique, c'est la physico-chimie des bouts d'argile. Donc là, je vais juste vous montrer une vidéo. Là, on étudie beaucoup les phénomènes, les mélanges entre eau et argile, donc les bouts, les pâtes, et comment ceux-ci se comportent dans le temps, donc avec un intérêt pour le séchage, le retrait, la fissuration, comment se comportent les différentes argiles, selon quand on ajoute d'autres grains ou pas. Donc là, c'est une vidéo qui montre le retrait d'une argile dans le temps quand ça sèche, quand l'eau s'en va. Et certaines argiles vont avoir davantage de retrait, d'autres vont plus fissurer. Et on étudie aussi comment éviter cette fissuration, justement, en travaillant sur la formulation, en ajoutant des fibres de différentes tailles. Voilà. Donc on a une série plus d'une centaine de vidéos qui montrent différents phénomènes avec des fiches qui permettent de comprendre les phénomènes qu'on montre et le lien avec la construction. Et puis je terminerai avec la partie sur l'art. Alors c'est pas seulement l'art, c'est une dimension un peu plus sensorielle, voire émotionnelle qu'on développe, qu'on a développé surtout à l'atelier matière à construire, à Mako, aux grands ateliers, en se rendant compte que quand les études... À Mako, c'est un projet de formation, donc on crée des contenus pédagogiques, on les diffuse à des étudiants en école d'ingénieur, école d'architecture, génie civil, etc. Et on se rend compte que quand on manipule la matière, et la terre en particulier, ou les autres ressources brutes ou peu transformées, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Donc c'est pas seulement, au départ, c'est pas seulement le cerveau qui réagit, il y a aussi le corps, mais il y a aussi quelque chose
chose de plus intime, qui nous rapproche en fait de cette matière-là. Et on a voulu le développer un peu cet aspect-là, comprendre pourquoi la terre nous touchait davantage que les autres matériaux. Et on s'est intéressé au travail d'artistes qui justement travaillaient avec ce matériau-là. Donc on a fait un état de l'art de tous les artistes qui travaillaient, qui expliquaient pourquoi ils travaillaient avec ce matériau-là, qu'est-ce que ça impliquait chez eux. Et donc il y a par exemple Anne Oslos qui fait la même chose que nous, en fait, qui prend des argiles, qui fait des bouts et qui les laisse sécher, qui regarde, qui les expose. Et elle dit « Le chemin que prend mon travail est défini par mon envie d'explorer de façon poétique les valeurs intrinsèques de la matière qui crée les paysages, la terre. » C'est des aspects qu'on retrouve souvent chez les artistes qui travaillent avec la terre, c'est-à-dire comprendre l'intérieur de la matière parce que ça les relie à des racines, à ses propres racines. Et on se rend compte que souvent, on constate que l'homme est déraciné, coupé de ses racines, coupé de son environnement, par tout ce qui est virtuel, tout ce qui est très rapide autour de nous. Et le contact avec la Terre va d'une part ralentir ce phénomène et permettre de retrouver ce lien avec ses propres racines. Donc ça, c'est une autre artiste qui s'appelle Ulrike Arnold qui récolte dans la nature des échantillons et qui ensuite fait des œuvres avec. Ça, ce sont des artistes plus proches de nous dans la région grenobloise qui font du mobilier, du design en terre ou des installations artistiques comme ici avec du sable de fonderie. Donc, voilà, il y a vraiment un travail sur la matière, la texture, la rugosité, etc. Le rapport entre la matière brute et la matière travaillée. Ça, c'est encore une autre installation qu'ils ont fait pour justement montrer la granulométrie de la terre. Et puis, il y a aussi un autre collectif qui s'appelle le collectif Terron, qui est un collectif d'artistes qui fait des spectacles, dont la volonté est de laisser s'exprimer la matière à travers le corps des intervenants dans les spectacles. Donc, ils travaillent beaucoup sur les argiles, sur les motifs, les textures aussi, la fissuration, des phénomènes qu'on retrouve dans la nature et qu'on peut recréer artificiellement. Ça, c'est un autre artiste qui s'appelle Pierre Meunier qui travaille avec, qui a fait des spectacles sur couper le son, qui a fait des spectacles avec des grains, sur le tas, les grains, les cailloux, et qui est en train de, donc là il est en résidence artistique aux Grands Ateliers, il est en train de créer un spectacle sur la vase. Donc il expérimente des machines qui projettent de la boue d'argile, et voilà, donc son spectacle sera créé d'ici un an. Ça, c'est une autre artiste qui s'appelle Alexandra Engelfried, qui est hollandaise et qui aussi, elle expérimente le rapport du corps à la matière. Donc, voilà. Elle passe, c'est de la performance en fait, donc elle passe des journées entières dans des tas de terre et elle expérimente le rapport du corps à la matière, la résistance, le côté lisse, froid, dur, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose on comprend vraiment avec son travail, justement, le sens de retrouver ses racines, retrouver d'où vient l'homme. Et puis, à travers les manips qu'on fait, il y a aussi toujours, celle que je vous ai montrée dans la partie science, il y a toujours aussi cette manière un peu artistique de voir les phénomènes. Là, c'est une boue d'argile. On l'étale entre deux plaques et puis on injecte une encre colorée dedans. Donc ce phénomène-là de dendrification, il s'explique scientifiquement, donc on peut en parler de manière scientifique, mais aussi, on peut aussi le voir comme un phénomène qu'on retrouve dans la nature, qui nous rapproche de ce qu'on peut voir dans la nature, qui nous rapproche de l'observation qu'on peut faire de la nature, etc. Donc le lien entre les différentes parties que je vous ai montrées est vraiment proche quelquefois. Je vais passer. Et puis un autre artiste encore qui s'appelle Koichi Kurita qui collectionne depuis plus de 30 ans des échantillons de terre dans le monde entier et qui en fait des installations comme ça, soit il fait des cônes, soit des petits carrés, soit il met ça dans des fioles
Et Koichi Kurita dit pour les gens qui disent que la Terre est sale, le pouvoir de l'art est de les faire changer d'avis sur la beauté de la Terre. Chaque poignée, c'est tenir dans sa main le cosmos. Dans une seule poignée, l'histoire de la planète et de la relation aux hommes. Si le sol est sale, c'est que la vie va de travers. Est-ce que nous-mêmes, nous ne retournerons pas au sol? Voilà, c'est ce genre de réflexion qu'on peut avoir en manipulant la Terre, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et je vais terminer sur... parce que je suis un peu en retard, je suis désolée. En conclusion, avec la Terre, on part d'une ressource naturelle qui est disponible sur le territoire où on est, donc qui est le sol. Ce sol, une fois qu'il est extrait, ça devient une matière première qu'on peut utiliser. Une fois qu'on l'a formulé, retravaillé, etc., ça devient un matériau de construction, comme des adobes par exemple. Ces matériaux, une fois qu'ils sont assemblés, deviennent des éléments, donc ça peut être des briques, des voûtes, des coupoles, des arcs, des poteaux, des murs, etc. Une fois qu'on assemble tous ces éléments, ça devient des structures. Et puis, une fois qu'on a réfléchi à l'ensemble, y compris l'environnement, etc., ça devient des édifices. Et ces édifices s'insèrent eux-mêmes dans une agglomération où se trouvent les ressources locales. Et finalement, ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'on part toujours du territoire et qu'en passant par ces différentes étapes, on retourne au territoire. Et ce cercle vertueux, en utilisant les ressources locales, c'est ça pour nous qui nous permet de définir ce qu'est l'architecture. Et l'objectif d'Amaco en particulier, à travers les contenus pédagogiques qu'il développe et la manière dont il les diffuse, c'est de permettre de former des professionnels qui soient capables de construire avec les matériaux qui sont juste sous nos pieds ou à portée de main, en les transformant le moins possible, de manière à créer des économies circulaires et des économies locales basées sur les savoir-faire et les ressources matérielles locales. Et puis, juste en guise de conclusion, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir dans votre évier si vous jouez avec de la terre et de l'eau. Donc ce sont des mini rivières qui se forment. Donc ça aussi, ce sont des phénomènes scientifiques qu'on peut expliquer. Et on se rend compte que c'est assez proche des marques de ruissellement qu'on peut trouver sur des plages quand la mer se retire à marée basse. Et puis si on prend un peu de hauteur, on voit que c'est quelque chose qui apparaît aussi à une échelle un peu plus grande. Ça, c'est une image Google du bassin d'Arcachon à marée basse. Donc on voit les petites barques et on voit que ce sont des phénomènes qui existent aussi à cette échelle-là. En reculant, là on voit l'échelle des maisons, ce sont des phénomènes qui existent aussi. Et puis plus on recule, en fait, on voit que ça se passe à toutes les échelles, c'est le phénomène de fractal. Et ce lien entre ce qu'on peut voir à l'échelle de la matière dans un évier, quand on observe la matière, et l'échelle d'un territoire, c'est vraiment ça qui nous touche et qui nous porte à penser que utiliser les ressources du territoire, c'est pertinent. Et je terminerai avec cette citation de William Blake. « Voir un monde dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de sa main et l'éternité dans une heure. » Voilà, je vous remercie.